Ok. Ben, merci d'être venu pas très nombreux pour ce séminaire. Abdoulaye, merci de nous faire partager tes travaux. On te laisse la place. Alors, merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous présente une partie de mes travaux de recherche qui fera l'objet d'un article scientifique qui a pour thématique répartition de la biomasse dans les systèmes racinaires des arbres en agroforesterie et en système forestier mixte impliquant des espèces fixatrices d'azote. Tout d'abord, en introduction, il faut savoir que les plantations forestières ne couvrent que 3% de la superficie terrestre, mais elles répondent quand même à plus de 2 tiers de la demande de produits à base de bois, et cette proportion tend à augmenter dans les années à venir. Alors, en zone tempérée, le peuplier et le saule sont les principales espèces qui sont cultivées en taille à courte rotation. Alors, malgré l'importance de ces plantations forestières, leur culture génère quelquefois des problèmes, notamment liés aux exportations importantes en azote lors des récoltes. Face à cette situation, combinée à la hausse des coûts des engrais et aux problèmes écologiques qui en découlent, il serait intéressant de développer des alternatives de gestion. Et une des alternatives de gestion, c'est d'intégrer des espèces fixatrices d'azote dans ces plantations. Comme vous pouvez le voir en fait sur ce schéma-là, donc ici on a un mélange forestier, l'aulne qui est associé au peuplier, l'aulne qui est une espèce fixatrice d'azote, qui est donc capable de fixer l'azote atmosphérique qui peut profiter au peuplier. Alors, une autre manière de faire, c'est de faire de l'agroforesterie. L'agroforesterie qui est une pratique qui associe les arbres aux cultures et ou les animaux sur une même surface. Dans le cadre de cette étude, l'exemple qu'on a ici, c'est la luzerne, qui est aussi une légumineuse, donc qui est aussi capable de fixer l'azote atmosphérique, qui peut profiter au peuplier. Alors, il faut savoir que l'introduction d'espèces fixatrices d'azote peut impacter la biomasse, que ce soit la biomasse aérienne ou souterraine de l'espèce non fixatrice dans les plantations mixtes. Alors, beaucoup d'auteurs ont montré que l'introduction d'espèces fixatrices d'azote peut booster la croissance et la biomasse aérienne des espèces au niveau du peuplement. C'est le cas de notre dernière étude, en fait, Ndiaye et al. 2025, qu'on a publié tout récemment. Et au niveau des parties souterraines, ce qui transparaît en fait dans la littérature, c'est que l'apport d'azote peut stimuler la production de racines fines. Ça peut aussi booster l'allocation de biomasse dans les organes aériens au détriment des organes souterrains, mais ça peut aussi réduire le rapport racine-tige. Alors, le rapport racine-tige, en fait, c'est le rapport de la biomasse souterraine et la biomasse aérienne. Alors, un autre aspect positif à prendre en compte dans les plantations mixtes intégrant une espèce fixatrice d'azote, c'est que ça peut booster la fixation d'azote atmosphérique dans ces plantations-là. Et ça, c'est un aspect très important à prendre en compte parce que ça peut réduire la compétition vis-à-vis des espèces non fixatrices par rapport à la dépendance de l'azote au niveau du sol, mais ça peut par ailleurs aussi booster les processus ou bien les performances de croissance des espèces non fixatrices par processus de facilitation. On peut également avoir dans les plantations mixtes une stratification racinaire. Donc, la stratification racinaire, c'est que lorsqu'on associe en fait deux espèces, donc au niveau des parties souterraines, ces espèces-là peuvent se partager mieux l'espace souterrain, c'est-à-dire il va y avoir une différenciation de niches. Et ça aussi, c'est une interaction très positive parce que ça peut réduire aussi la compétition vis-à-vis des ressources du sol, des deux Juste, espèces. excuse-moi, tu peux essayer de masquer le bandeau qui est tout en bas de ta diapo, là, si tu cliques sur masquer. Ok. Ça marche. Parfait, merci. Alors, cette étude a été réalisée au niveau de la bousule, donc le dispositif expérimental de la bousule. Sur ce dispositif, on a l'aulne qui est cultivé en monoculture, le peuplier qui est cultivé en monoculture, le mélange des deux espèces qu'on appellera le mélange forestier, l'aulne qui est associé, plutôt le peuplier qui est associé à la luzerne, donc qui est un système agroforestier. On a aussi un autre système agroforestier, à savoir l'aulne qui est associé aux graminées.
Et à côté de ça, on a aussi deux systèmes agricoles, la luzerne qui est cultivée en pur et les graminées qui sont aussi cultivées en pur. Donc, au total, on a 7 modalités qui sont répétées dans 3 blocs avec 3600 arbres au total. Il faut juste noter en fait qu'on n'a pas les mêmes densités de plantation. Donc, dans les systèmes forestiers, c'est-à-dire dans la monoculture, dans les monocultures plutôt et le mélange forestier, on a une densité de 2000 arbres par hectare, tandis que dans le système agroforestier, la densité est deux fois plus faible. Donc, on a 1000 arbres par hectare environ. Alors, l'objectif principal de cette étude, c'est de voir comment les interactions intra- ou interspécifiques affectent la production et l'allocation de la biomasse souterraine ainsi que l'accumulation d'azote au bout de 10 ans, c'est-à-dire à la fin de la première rotation. Donc, il s'agira de manière spécifique de caractériser l'effet de l'espèce et du système de culture sur la biomasse souterraine et sa répartition parmi les différentes catégories racinaires. Ensuite, nous allons voir l'effet de l'espèce et du système de culture sur l'allocation de biomasse entre les compartiments aériens et souterrains. Et enfin, voir également l'effet de l'espèce et du système de culture sur la teneur et la quantité d'azote dans la biomasse souterraine, ainsi que les catégories racinaires, y compris la souche. Alors, pour déterminer la biomasse souterraine et sa répartition suivant les catégories racinaires, on a procédé par excavation des systèmes racinaires. Donc, l'excavation a été réalisée en avril 2023. Pour ce faire, on a sélectionné des arbres. Des arbres de diamètre homogène ont été sélectionnés. Donc, pour l'aulne, le diamètre au collet tournait autour de 8 à 9 cm et pour le peuplier, entre 13 et 14 cm. Au total, 18 arbres ont été excavés, donc soit un arbre par espèce, par traitement et par bloc. On est allé en profondeur jusqu'à 70 cm et la surface d'excavation était homogène pour chaque arbre, donc c'est 5 mètres carrés. Ensuite, les souches, racines et nodules ont été nettoyées et les racines ont été classées selon leur diamètre. Pour les racines fines, on a des diamètres inférieurs à 2 mm. Les racines moyennes, diamètre compris entre 2 et 5 mm. Et pour les racines grossières, diamètre supérieur à 5 mm. Ensuite, les échantillons ont été séchés à 50 degrés Celsius à l'étuve pour la détermination de la matière sèche. Les teneurs en azote des échantillons ont été ensuite réalisées. Donc, on a 72 échantillons vu qu'on a 4 catégories racinaires, donc racine moyenne, racine grossière, racine fine et la souche pour 18 arbres, donc ça fait 72 échantillons. Et on a aussi déterminé la quantité d'azote en fonction de la biomasse. Et enfin, l'allocation, ou bien si vous voulez, le rapport racine-tige, qui n'est rien d'autre que la biomasse, le rapport entre la biomasse racinaire et la biomasse aérienne a été calculé. Et la biomasse aérienne a été estimée comme indiqué dans GAI et AL 2025. Et donc là, vous avez les résultats. Donc, en ce qui concerne la caractérisation de la biomasse souterraine par catégorie. Ici, vous avez l'espèce aulne à gauche et le peuplier à droite, suivant les traitements. Donc, en bas, vous avez en fait la légende, donc corse route pour racine grossière, fine route pour racine fine, racine moyenne et souche. Donc, ce qui transparaît ici, en fait, c'est que la biomasse du peuplier est plus importante par rapport à l'aulne sur toutes les catégories racinaires. Mais par contre, on n'a pas de différence significative de la biomasse entre les traitements de chaque espèce. Donc, pour l'aulne, la biomasse des différentes catégories racinaires ne différait pas significativement suivant les traitements, donc que ce soit en agroforesterie, mélange forestier et monoculture. Et pour le peuplier aussi, on a le même résultat, donc il n'y a pas de différence significative suivant les traitements. Et là, vous avez en fait l'allocation de biomasse entre les compartiments souterrains et aériens pour les deux espèces, donc suivant les traitements. Et vous avez en fait toujours le rapport R sur T en moyenne, suivi des erreurs standards et, et les p-values. Donc, ce qu'on peut noter ici, en fait, c'est que le rapport R sur T était significativement plus important chez l'aulne comparé à l'espèce peuplier.
Par contre, ce rapport ne différait pas significativement suivant les traitements. Donc, chez l'aulne, la p-value est de 0,73, tandis que chez le peuplier, la p-value est de 0,88. Donc, il n'y a pas du tout de différence significative notée. Et sur cette diapositive, vous avez la teneur en azote dans les catégories racinaires, donc toujours sous forme d'histogramme empilé. Donc, on a le peuplier à gauche et l'aulne à droite, donc suivant les traitements. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est que la teneur en azote est significativement plus importante chez l'aulne comparée au peuplier. Et si on se réfère sur l'histogramme du peuplier, ce qui transparaît, c'est que la teneur en azote est plus importante en agroforesterie comparée aux monocultures, comparée à la monoculture plutôt de peuplier pour les racines grossières. Tandis que chez l'aulne, en fait, on n'a pas de différence significative suivant les catégories racinaires, pour chaque catégorie racinaire, en fait, suivant les traitements. Et ici, vous avez la quantité d'azote dans les catégories racinaires exprimée en grammes. Donc, on a toujours le peuplier à gauche et l'aulne à droite. Donc, c'est exprimé suivant les traitements. Donc, en ce qui concerne l'histogramme du peuplier, on peut voir ici que la quantité d'azote des racines grossières dans les systèmes agroforestiers était significativement plus important par rapport à la monoculture. Tandis que chez l'aulne, en fait, en ce qui concerne les racines grossières, il n'y avait pas de différence significative. Mais par contre, si on regarde en fait les racines fines et les racines moyennes, la quantité d'azote dans le système agroforestier était significativement plus importante par rapport à la monoculture. Donc, en définitive, pour ces systèmes-là, en tout cas dans le système agroforestier à peuplier, donc SAI, en fait, c'est le système agroforestier à peuplier, on s'attendait à avoir une biomasse souterraine plus importante à raison de la facilitation, mais aussi parce qu'on a une densité 2 fois plus faible. Donc, si on a une densité 2 fois plus faible, on s'attend à ce que les peupliers vont avoir en fait plus d'espace pour développer leur système racinaire. Donc, ça peut être un aspect positif. Mais on n'a pas les résultats escomptés, en fait, parce qu'on a vu que la biomasse ne différait pas significativement suivant les catégories racinaires. Mais par contre, on a quand même plus d'azote dans les racines en agroforesterie comparé à la monoculture. Donc, on peut dire ici que l'hypothèse est partiellement validée parce qu'on a un enrichissement en azote sans pour autant avoir un effet visible sur la biomasse racinaire. En ce qui concerne le système agroforestier intercalaire à aulne, on s'attendait aussi à avoir une biomasse souterraine plus importante, bien qu'il n'y a pas de facilitation pour l'aulne, en tout cas une facilitation induite par les graminées, vu que les graminées ne fixent pas l'azote atmosphérique, et que la compétition entre les arbres, on s'attendait à ce que cette compétition soit plus faible par rapport à la monoculture. Mais on n'a toujours pas les résultats escomptés, vu que la biomasse et le rapport racine-tige étaient similaires entre le système agroforestier intercalaire à aulne comparé à la monoculture. Donc, l'hypothèse ici est rejetée. Et au niveau du mélange forestier, on s'attendait aussi à avoir une biomasse souterraine plus importante, parce que dans ce mélange, l'hypothèse qu'on se fait, c'est qu'on s'est fixé, en fait, c'est qu'il pourrait y avoir une stratification racinaire, mais éventuellement aussi une certaine facilitation pour le peuplier, vu que l'aulne peut fixer aussi l'azote atmosphérique. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on n'avait pas de différence significative de biomasse racinaire. Il n'y avait pas aussi de différence entre les rapports racine-tige. Il n'y avait pas non plus d'enrichissement en azote du peuplier. Donc, ce qui fait que cette hypothèse également est rejetée. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de réduction de la compétition, ni de facilitation pour le peuplier, pas de différence de biomasse entre les catégories racinaires.
Donc, vu que cette étude ne nous a pas permis, en fait, de voir des différences au niveau souterrain, donc, en tout cas, d'après les résultats, on ne peut pas confirmer s'il y a, euh, confirmer en tout cas ou infirmer la stratification racinaire. Donc, une perspective de cette étude serait d'étudier en fait la répartition spatiale des racines. Et c'est ce qu'on va faire en fait dans les prochains mois à venir. Là, je suis en train d'élaborer un protocole pour ça, mais on n'a pas encore la version définitive. Mais si c'est finalisé, ça pourrait peut-être faire l'objet de notre séminaire flash. Donc, sur ce, c'est tout ce que j'avais à présenter. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Euh, tu aurais pu laisser le diaporama, en fait, si jamais il y a des questions. Ouais. Est-ce que la nombreuse assistance a des questions à poser? Euh, Allô? Oui, salut Yacine. Salut. Merci pour la présentation. Moi, je voulais Okay. savoir si est-ce que vous avez des données sur les conditions hydriques, enfin si les peupliers et aulnes ont subi une sécheresse ou pas pendant leur croissance, ou si c'était à chaque fois une condition hydrique optimale. Alors, pour la station, bah, normalement, on a des données sur ça, mais en fait, au niveau du dispositif expérimental, les conditions sont pas mal en termes de ressources, que ça soit en nutriments ou bien en teneur en eau. Mais pour cette étude-là, bah, on n'a pas véritablement regardé en fait l'humidité du sol, même si je pense qu'on peut avoir quand même les données météo au niveau du dispositif. Mais c'est pas intégré dans l'étude en tant que tel, parce que là, je suis en train de d'écrire le manuscrit, mais je n'ai pas encore ces données-là. Bah, je peux compléter un tout petit peu parce qu'en fait, Abdoulaye n'était pas là, même pour la manip. En fait, il analyse des résultats qui ont été acquis avant qu'il commence sa thèse. En fait, on a toujours fait en sorte que les arbres soient pas stressés hydriquement. Ils étaient arrosés au tout début de la plantation. Après, on a suivi avec Pierrick régulièrement les potentiels de base et il n'y a jamais eu d'indication comme quoi il y avait un stress. Donc, on part du principe qu'on est en condition optimale en termes d'alimentation en eau. Et en plus, en 2023-24, qui a fait hyper humide, donc on est quasiment sûr qu'il y avait pas de contraintes, quoi. Et comme c'est des systèmes racinaires en fait, on s'est focalisé sur une surface d'excavation réduite, quoi, mais ils ont 12 ans, les systèmes racinaires, et donc ils sont vraiment tentaculaires, quoi. Donc ils vont chercher l'eau là où elle est. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre a une question à poser à Blueberry? Tu peux nous dire vite fait en quoi consiste la manip là, que tu présentais en perspective? Oui, tout à Juste quelques fait. mots. Oui, en fait, cette manip-là, bah, ça va nous permettre en fait d'étudier la répartition spatiale, à savoir la distribution horizontale et verticale des racines. Donc, en gros, on va faire des tranchées au niveau du mélange forestier, au niveau de la monoculture, pour voir justement est-ce qu'il y a stratification racinaire. Donc, c'est-à-dire on va détecter en fait les impacts racinaires. Donc, on va faire de l'échantillonnage. Et ensuite, ce qui sera, on va faire en fait une cartographie des racines sur une profondeur de 1 mètre. On va faire des tranchées de 1 mètre et voir la répartition, ou bien pas la répartition, mais plutôt les points d'impact, comment dire, faire de l'échantillonnage en fait et voir en fait les points d'impact racinaire sur les tranchées, que ce soit en monoculture ou bien en mélange forestier. Et ça, c'est une manip en fait qui nous permettra en fait de voir s'il y a une stratification donc horizontale ou verticale des racines.
Je sais pas si c'est très clair en fait, parce que ça, je pense que ça va faire l'objet de notre protocole, c'est de notre séminaire flash, parce que c'est en cours d'élaboration et Mais je pense effectivement, ça sera intéressant que tu présentes ce qu'on a prévu de faire, comme ça on pourra s'ajuster en fonction des si les gens un peu externes ont des critiques ou des conseils à nous donner pour ce qu'on a prévu de faire. Moi, je pense que ce sera intéressant que tu présentes. En fait, bon, je t'ai pris un peu en traite parce que t'as pas les figures pour ouais, c'est ça illustrer justement. les J'ai idées. pas, si j'avais en fait la figure à présenter et tout avec une diapositive, ce serait plus fluide quoi, parce que là, j'ai pas la figure en tête donc. Mais en gros, il faut Pour la juste, prochaine. voilà, c'est ça justement. La prochaine fois, voilà, je pourrais présenter ça de manière plus fluide. Pascal. Oui, salut Abdoulaye. Ben, merci pour la Salut. présentation. Juste toujours effectivement sur cette manip future, peut-être Ouais. tu l'as dit, qu'est-ce que tu as déjà une hypothèse quant à cette manip? Bah, l'hypothèse, c'est qu'il y a une stratification racinaire au niveau du mélange forestier comparé à la monoculture. C'est comme l'hypothèse que l'on se fixe pour nos études précédentes, tout simplement. Bah, Une parce qu'en fait, stratification, les deux espèces n'ont pas la même écologie. On se dit que peut-être ils vont pas prélever en fait les ressources aux mêmes endroits. Donc, ils vont se différencier les niches. Donc, ça, c'est une hypothèse qu'on s'est fixée même dans les études antérieures. Maintenant, il va falloir confirmer cette hypothèse ou l'infirmer en fait en fonction voilà, de la prochaine étude, quoi. ça veut dire qu'a priori vous attendez à ce qu'il y ait une des deux essences dont les racines descendent plus profondément qu'habituellement? Voilà, tout à Euh, fait. et Tout ça à serait fait. plutôt le peuplier ou plutôt l'aulne qui contraindrait l'autre à faire ça? Bah, a priori, je dirais que c'est les peupliers qui vont avoir plus le système racinaire en surface et l'aulne va descendre en profondeur. D'accord. Ouais. Mais Et on sinon, s'attend, ouais, pardon? on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un effet du mélange en fait. Ça peut être les caractéristiques naturelles des deux espèces qui font qu'elles se stratifient, quoi, sans qu'il y ait de différence entre leur comportement en monoculture et quand elles sont associées, quoi. C'est ce qu'on observait pour les organes aériens, en fait. Il n'y avait pas d'effet du mélange des deux espèces, mais il y avait quand même une stratification liée au fait que l'aulne est plus trapu que le peuplier. Donc on peut ne pas avoir d'effet du mélange, mais une stratification quand même, quoi. Est-ce que ça vous donne pas envie de prévoir, peut-être ailleurs, en plus léger, je sais pas, un traitement, avec plus de compétition, plus dense, quoi? Bah, c'est comme ça reste en fait une hypothèse, hein, donc on se dit que ça pourrait parce que en fait ça en mélange, par exemple dans la littérature on le voit par exemple quand on mélange ou bien quand on associe l'eucalyptus aux acacias, c'est quelque chose qu'on peut voir là, cette stratification racinaire en milieu tropical. Maintenant, nous, on se dit que ça peut avoir un aspect positif, mais le contraire, bien sûr, on peut avoir aussi le contraire, ça reste une hypothèse. Il peut OK. y avoir, bien sûr, une compétition entre les racines. Pascal, tu parles d'une nouvelle modalité plus dense. Ouais, Moi, ouais, enfin, là, au stade où on en est de développement des arbres, ça serait difficile à mettre en place, quoi. Il faudrait repartir sur quelque chose de complètement neuf, quoi. ah oui, oui, je c'est, comme ça l'idée. Est-ce que fort de ce que vous avez observé, est-ce que si vous deviez reconcevoir le dispositif, vous souhaiteriez avoir une modalité avec une compétition plus rude, entre individus, entre essences, je sais pas? Bah, je pense ouais, que ça sera intéressant fondamentalement, mais la densité de plantation est déjà très très forte, hein. Il faut savoir que 2000 plants, enfin 1000 plants à l'hectare pour l'agroforestier, c'est énorme et c'est beaucoup plus que ce qu'on a dans une vraie plantation agroforestière. Et OK. en plus, alors la manip dont parle Abdoulaye, ce sera uniquement dans les parcelles forestières parce qu'on va pas faire des tranchées dans les parcelles agricoles. Donc ça sera vraiment pour comparer le mélange des deux espèces d'arbres avec leur monoculture.
Et dans les déductions qu'on fait, on compare souvent les parcelles forestières et les parcelles agroforestières aussi pour leur densité de plantation, quoi. En partant du principe que dans l'agroforestier, comme il y a 2 fois moins d'arbres, il y a 2 fois moins enfin, la compétition est moins forte. Donc on a quand même cet effet densité de plantation et donc compétition plus ou moins forte, quoi. Mais après, tous les effets sont intriqués les uns dans les autres, hein, c'est toujours le problème. Et après, dans l'une des toutes premières diapos, moi je savais pas du tout, c'est impressionnant ce que tu disais sur euh, le, le taux de fourniture en bois par les plantations. 3% de la surface terrestre et à la même échelle terrestre, 2 tiers de la demande de produits à base de bois. Alors ça, c'est énorme. Moi, ça me fait penser. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait bossé sur les plantations d'eucalyptus au Congo et qui disait, bah, ces plantations, elles rendent un service tellement fort qu'elles évitent que tout le monde aille se servir en bois de chauffe et de cuisine dans les forêts primaires voisines. Est-ce que ça, à ton avis, c'est de la propagande ou est-ce qu'effectivement c'est un véritable effet et que c'est carrément crucial de favoriser des plantations pour protéger des forêts naturelles là où il y en a encore, quoi? C'est une question, ça digresse, hein, mais ça m'a évoqué ça. Ouais, mais je pense. Pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre la question en fait? Je n'ai pas tout à fait saisi. Euh, C'est quoi la question? quand je vois l'impact des chiffres que tu as donnés sur le rôle que tiennent les plantations dans la fourniture de bois, Ouais. est-ce que tu penses que c'est vrai quand il y a des gens qui disent que les plantations en zone tropicale évitent que on aille saccager des forêts primaires? Est-ce que tu penses que c'est de la propagande ou est-ce que tu penses que c'est au contraire un véritable levier stratégique qu'il faudrait peut-être faciliter à développer à l'avenir? Bah, moi, je dirais que c'est de la propagande, hein. A priori, De toute façon, à voir. on peut pas inciter. C'est effectivement, à mon avis, un effet bénéfique qu'ont ces plantations sur la fourniture en bois, mais on peut pas non plus militer pour mettre des plantations forestières partout, quoi. Après, l'intérêt de ce qu'on propose, c'est que c'est des plantations qui sont plus biodiversifiées que celles d'eucalyptus qu'on voit à perte de vue quand on est au Brésil ou dans d'autres pays tropicaux. Mais bon, je sais pas si ça répond à ta question, parce que de toute façon, c'est un problème un peu philosophique, une question. Bah, le gars qui m'avait dit ça et qui avait l'air d'y croire quand il finissait sa thèse, il est à la FAO maintenant. Alors, je sais pas s'il y croit toujours, mais en tout cas, c'était convaincant. Après, dans quelle proportion et à quelles conditions, quoi. Euh, Ouais, mais voilà, du coup, la question, c'est difficile effectivement d'avoir une réponse sûre et définitive, je pense. tout à fait. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on en reste là? Tu voulais dire un truc, Hervé, tout à l'heure? Oui, non, moi je voulais juste revenir sur la tête qu'ont les racines. Quand on a déraciné, quand on a fait les excavations, on a clairement vu que l'aulne plongeait directement en profondeur, alors que le peuplier était vachement plus étalé en surface, mais il descend quand même en profondeur malgré tout. Mhm. Voilà, juste. Ben, en fait, on a photographié toutes les souches qu'on a prélevées et on se demandait en fait s'il y avait quelque chose à en tirer de ces photographies parce que certaines ont vraiment enfin, ça fait comme un angle. Tu as l'impression qu'elle plonge vraiment Direct chez l'eau, directement, quoi. voilà. Et on n'a pas regardé plus ces photos, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à en tirer, voir s'il y a un effet avec le traitement des formes de ces souches, quoi. Est-ce que vous avez noté l'orientation de la souche? Non. L'orientation de. Bah, parce qu'en gros, ce que vous
pensez faire dans la future manip, on a envie de se dire que partiellement, vous l'avez fait de façon assez avancée avec, vous pouvez décrire les souches et les repositionner dans le plan à condition de, une fois que vous êtes en train de la laver, vous savez où est le nord, quoi. Ouais, ce qui est pas le cas. Tu veux dire orienté, ouais, nord-sud? Bah, avoir un repère pour pouvoir virtuellement replacer ces systèmes racinaires dans le plan telles qu'elles étaient, et puis voir effectivement là où il y a beaucoup plus de biomasse qui descend, là où ça part beaucoup plus en latéral. Ouais, non, Euh, on n'a pas fait, on avait déjà assez de boulot, ça. Ouais, en fait, je me demande, hein, je vous en rajoute. non, non. Mais quand on a arraché les souches avec la pelleteuse, c'était déjà trop tard pour l'orienter, quoi. Mais c'est des infos qu'on espère avoir avec la manip, qui sera la manip clé de la thèse d'Abdoulaye, là, Mais pareil pour les rondelles qu'on a récupérées de S, hein, l'orientation nord, on l'a noté sur, je sais pas, 20% des rondelles, même pas, hein. On ne sait pas d'ailleurs si ça sert à grand chose, mais si ça sert, c'est avant qu'il faut le faire, et bah bon, bah c'est raté. bah, c'est le genre, en fait, on s'est rendu compte de comment dire, que les racines avaient des formes particulières une fois qu'on les a lavées, quoi. Donc, peut-être qu'on aurait pensé à le faire, à les orienter, si on avait eu l'idée avant qu'il pouvait y avoir cet effet-là, enfin, ce truc-là à voir sur les souches. Mais bon, on apprend de ses erreurs, quoi. Ouais, puis on était parti surtout pour avoir des biomasses, Oui, on voulait pas forcément d'autres infos, quoi. oui, oui, c'est ça. Mais on devrait avoir des choses beaucoup plus fines dans le cadre de la manip d'impact racinaire. Mais du coup, si j'ai bien compris, vous avez pas tant plus de biomasse en fonction des traitements, mais il arrive parfois qu'il y a plus de azote dans les tissus. Il y Oui. a bien un moment où vous savoir voir une répercussion d'une manière ou d'une autre sur la vie de ces arbres, ou de l'écosystème, ou de je sais pas. Bah, au fait, ça peut être plus d'azote dans les racines, ça veut pas forcément dire plus de croissance racinaire, mais ça peut vouloir dire plus de croissance aérienne. Mhm. Effectivement. Ça, c'est des choses qui ont été montrées par Abdoulaye d'ailleurs dans l'article de 2025. Et en plus, bon, la grosse limite de cette manip, c'est qu'on a que 3 arbres par traitement et par espèce parce que c'est un gros travail et que c'est peu pour mettre en évidence des différences significatives, quoi. Et même si on a pu le faire pour les teneurs en azote. Et puis, si je peux rajouter, en fait, l'apport d'azote aussi, en tout cas dans la littérature, ça booste plus la biomasse aérienne Hmm. au détriment de la biomasse souterraine. Et ça, je pense que je l'ai dit en intro aussi. Oui. Donc, Ouais, ouais. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments qui pourraient être limitants, même si c'est une ancienne parcelle agricole, hein? Bah, on s'en est pas soucié jusqu'à maintenant, mais on sait effectivement que la fixation d'azote est très liée aux teneurs en phosphore, en fait, elle est liée à ça. Mais je crois pas. En fait, on a fait des dosages d'un peu tous les éléments dans le sol à l'installation de la parcelle et après l'abattage, et il n'y avait pas eu d'évolution drastique des éléments dans le sol. Mais effectivement. Le phosphore, quand il augmente, favorise la fixation de l'azote, c'est dans ce sens-là? Oui, je pense, en fait, c'est dans la machinerie de la fixation, le phosphore intervient pas mal. Et la fixation, on va l'estimer aussi ce printemps. On a prévu de faire un marquage aux quinzaines, là, ce qu'on avait fait à Saint-Cyr-en-Val, pour voir ce qui vient des. Bon, là, on sort un peu du cadre de la thèse d'Abdoulaye, mais on a prévu de faire ça dans le cadre du projet avec Montpellier, là, qui est coordonné par Jérôme. Donc, en fait, on aura le pourcentage d'azote des zones qui vient de l'atmosphère par rapport à ce qui vient du sol, quoi. J'ai une petite question innocente. Est-ce que vous avez vu des différences concernant les nodosités? Est-ce que les aulnes en peuplement mixte avaient plus de nodosité que les aulnes en monoculture ou pas? oui, en termes de biomasse, en fait, on a caractérisé ça, mais il n'y avait pas de différence significative entre les zones en mélange par rapport à la monoculture. Ça, je ne l'ai pas présenté, mais sur le manuscrit, oui. Mais il n'y avait pas de différence, en fait, significative. Ok.
Bon, bah, je propose qu'on en reste là. Merci Abdoulaye, merci à tous. Finalement, on n'est pas très nombreux, mais il y a une discussion qui est intéressante, je trouve. Je t'en prie. Donc c'était le dernier séminaire flash de cette reprise. Donc n'hésitez pas à en proposer dans notre splendide planning pour la suite. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Abdoulaye et merci à tous. Ciao. Bon après-midi. Bon après. Merci.